Bienvenue dans Faut qu'on en parle, la suite. Soyez les bienvenus dans cette émission Faut qu'on en parle, la suite. On se retrouve après ces 2 heures de débat pour 20 minutes de bonus afin de discuter encore plus de ce qui vient de se passer et pour vous dévoiler les coulisses de votre émission. On en a parlé pendant 2 heures, c'est un sujet qui vous a questionné, l'eau et les nappes phréatiques. Nos invités en plateau vous ont éclairé et donné des conseils sur comment préserver ce trésor. Mais dans Faut qu'on en parle, la suite, ne manquez pas les secrets de l'émission et tout ce qui n'a pas été dit. Alors bien évidemment, on ne change pas le duo, je suis toujours en compagnie de Luc, mais aussi de nos invités. Alors pour conclure ce débat, est-ce que vous auriez un mot à nous partager qui résumerait l'idée de ce qu'on a dit pendant 2 heures? Peut-être Eric? Alors, les choses importantes, c'est que la ressource en eau souterraine, elle est très importante pour plein d'usages, pour ses relations avec les rivières, avec les milieux aquatiques, les zones humides et tout ça. Et la difficulté principale, c'est que c'est une ressource qu'on ne voit pas. Et donc, la chose la plus importante, c'est il faut améliorer la connaissance de ces ressources, que ça soit au niveau local, au niveau régional, au niveau international même. Et sans connaissance, on n'aura pas une gestion correcte de cette ressource et on risque de s'handicaper pour l'avenir si on ne fait pas une préservation correcte de ces différents systèmes. Anne-Lise? Peut-être avec de nouveau cette idée de sobriété, en fait, connaissance, oui, et puis après partager cette connaissance aussi pour que le grand public puisse avoir une partie de l'information ou tout en fonction de son niveau de curiosité et voilà. Mais aussi, on en a parlé pendant l'émission avec les aménageurs, avec les politiques, avec ceux qui auront à faire d'une façon ou d'une autre par leur biais de leur métier, par l'impact qu'ils vont avoir dans le territoire, dans les territoires, qui puissent aussi avoir un minimum d'infos vitales, presque, j'ai envie de dire. Il faut qu'ils connaissent le terrain. Milieux. Ça, c'est ce que Eric, tu avais dit. Voilà. Non. Oui. Et un troisième point, du coup, qui me semble aussi important, c'est le dialogue, c'est la concertation, c'est la co-construction de ce qu'on va mettre en place sur nos territoires. En fait, c'est pas, on peut pas le faire. C'est pas des décideurs. En tout cas, aujourd'hui, dans une démocratie, c'est pas forcément des décideurs qui peuvent le faire tout seuls dans leur coin. Il leur faut effectivement s'appuyer sur des experts pour la connaissance, et puis il leur faut s'appuyer sur des usagers aussi, sur des défenseurs de la nature, sur les différentes parties prenantes, comme on dit, pour essayer de co-construire ces usages et de co-construire la façon dont on va vivre le territoire. Et du coup, un mot qui manquerait à cette émission, un sujet qu'on n'a pas abordé ou pas suffisamment à votre goût? Vous n'avez pas beaucoup de temps pour réfléchir. Tout. C'est ça. Là, je repense parce qu'on a parlé de sensibilisation vers la fin de l'émission, et ce qui m'est venu aussi comme par rapport à cette question de sensibilisation, c'est que en tout cas en Occident, on n'a pas forcément. Je pense à Philippe Descola justement qui fait ce distinguo et qui nous rappelle que en Occident, on met l'homme en dehors de la nature. Or, on en fait partie, et du coup, par association d'idées, j'en arrive aux droits de la nature qui sont peut-être justement. Alors, c'est un concept juridique, je crois, aujourd'hui. Il y a beaucoup d'avocats, notamment, ou des avocates qui travaillent dessus. Et alors, en France, c'est pas développé. C'est des choses qui commencent à se monter parce que c'est un des biais par lesquels les citoyens, justement, se saisissent des enjeux de l'eau. Et donc, voilà, alors, d'un point de vue juridique, étant donné que je ne suis pas juriste, j'ai un peu de mal à en parler. Mais en revanche, je me dis que d'un point de vue, justement, sensibilisation et pour aller vers les gens, parler de la nature comme d'un être vivant, c'est peut-être une façon, effectivement, de sensibiliser et puis d'aller vers une autre relation avec cette nature, justement. Eric, tu as le temps de réfléchir? Là, il se trouve qu'il y a quelques jours, il y avait sur France Inter une émission sur Claude Lévi-Strauss, et il a dit quelque chose qui m'a touché et il disait qu'il était pessimiste et que c'était bien d'être pessimiste parce que ça permettait de réfléchir et d'essayer de trouver des solutions qui allaient permettre par la suite, quand elle les met en œuvre, d'être raisonnablement optimiste. Donc voilà, ce genre de pessimisme-là. Ouais. Effectivement. Oui. On en a parlé pendant l'émission, hein, les enjeux ne sont pas à notre portée. Quoique un peu quand même. Mais souvent, quand on baigne dedans, on ne se rend pas compte. Est-ce que vous, à la maison, vous avez
des petits tips peut-être pour réduire votre consommation du coup et faire attention à l'eau. Ah oui, comment vous Ou alors faites, justement on est dans les coulisses, là, on rentre un peu plus dans l'intimité, le débrief finalement. des petits conseils. Tu as des conseils, Annelise, à nous donner? Autre que un mousseur Non, Effectivement, cela. Après, le problème, effectivement, à l'échelle individuelle, c'est souvent les mêmes gestes qui reviennent. Faire attention effectivement à l'eau, récupérer l'eau de la douche quand elle chauffe, ou bien l'eau de rinçage des légumes pour arroser ses plantes. Par exemple, quand on parlait des toilettes tout à l'heure, c'est de l'eau potable dans les toilettes. Ça peut rendre fou dans certains c'est pays. de l'eau potable. Quand on y réfléchit, en fait. Si on va en Afrique où les gens ils ont pas d'eau dans des endroits comme ça, nous on tire la chasse, c'est de l'eau potable qui est cool. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions qu'on pourrait imaginer autour de ça? Alors, c'est pas simple. Bien sûr, il y a tous les systèmes de toilettes sèches, par exemple. Oui, c'est d'accord. une bonne idée. Voilà. Comme des toilettes récupérateurs d'eau de pluie, ça va être un peu compliqué. On n'aura peut-être pas d'eau toute l'année. J'ai ça chez moi. Ouais, tu as Oui, ça? mes toilettes sont alimentées en eau par l'eau de pluie. D'accord. Et tu en as assez pour toute l'année ou pas? Quand j'en ai Non, plus, quand on a plus, c'est c'est l'eau l'eau du potable. robinet qui vient compléter. Mais bon, c'est vrai que dans Toi nos qui as des régions, petits tips, des fois, Mylène, tu vois, Eric, la toilette récupère. J'ai une idée comme ça qui est passée, mais c'est possible de faire ça. Ouais. bien sûr. Bah ouais. Et puis c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Ça dépend en tout. Évidemment, si on habite en ville, c'est plus compliqué. Bien sûr, évidemment. J'habite à la campagne, j'ai mes gouttières, je récupère mon eau de pluie. Je l'utilise pour arroser mes plantes, pour les toilettes, pour la machine à laver. Machine à laver aussi? Oui, parce que c'est de l'eau qui est pas calcaire et donc on met moins de produits aussi. Donc c'est c'est pas spécialement de l'eau sale. Bon, faut faire attention si on fait des pluies sableuses par exemple, ce genre de choses, surtout dans le sud de la France. S'il y a un peu de sable qui vient au fond de ma cuve, c'est pas celle-là, c'est pas ce sable qui va salir mes vêtements. Ouais. Donc on s'en fout complètement. C'est pas un problème. Après, si on a peur, on met un filtre, etc. Mais ça peut être un plan possible pour ceux, évidemment pas en appartement, en centre-ville. Il y a plein d'eau différentes. Il y a l'eau potable qui arrive du robinet, mais voilà, il y a des gens qui ont un forage chez eux. Il y a l'eau de pluie qui tombe sur tout le territoire qu'on peut stocker. Il y a les eaux grises, donc voilà, comme on disait, ce qui sort de la douche, ce qui sort de la cuisine, etc., qu'on peut récupérer pour arroser les plantes. Bon, voilà, ça c'est des choses possibles. Oui, mais ça demande finalement, ça demande des modifications à la maison. Aujourd'hui, les maisons ne sont pas construites et pensées pour ça. C'est pas une modification, ça. En termes de réseau d'eau, on peut adapter une maison traditionnelle, je dirais, à. Ça demande des petits travaux. Ouais. Des petits travaux. Et une adaptation, c'est pas une révolution. Voilà, il faut faire attention. Il faut faire attention, par contre, quand on utilise dans la maison de l'eau potable et de l'eau qui a une autre origine, eau de pluie, eau de forage, eau de pas la mélanger, autre chose, que ça soit deux réseaux différents. Dans notre région, en Provence, il y a énormément de gens qui ont un forage chez eux, beaucoup trop à mon sens, mais bon, ça c'est un autre problème. Et ils se rendent pas forcément compte du danger potentiel de mettre juste une vanne entre l'eau de la ville et puis l'eau de leur forage. Ça, c'est formellement interdit parce qu'il y a un risque que l'eau de leur forage, qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas forcément protégée, etc., risque de repartir dans le réseau public. Donc ça, c'est interdit. Et ça, c'est un peu grave. Mais il y a des appareils qu'on appelle des disconnecteurs qu'on peut mettre dans le réseau de la maison qui résout totalement ce genre de problème. D'accord. Ou alors, on met deux réseaux différents. Alors, ça, c'est le choix que j'ai fait chez moi. Mais il y a des solutions techniques qui sont relativement simples. Il faut juste faire attention. Donc finalement, pas si coûteuse que ça. Et en plus, vu le prix de l'eau aujourd'hui potable, on s'y retrouve finalement, à un moment donné, financièrement. Ça peut, oui. Ça peut. Mais c'est surtout l'économie. Alors, il y a l'économie de la personne concernée qui va payer plus ou moins sa facture d'eau. Mais il y a l'économie pour la collectivité. Parce que quand on a un captage d'eau potable, c'est de l'eau qui est pompée, qui est traitée, qui est distribuée. Donc, il y a une dépense énergétique qui est assez importante. Oui. Si on peut bénéficier d'une ressource qui est locale au niveau de la maison et que ça fait autant de dépenses énergétiques qu'on n'a pas. Oui, on commence à le faire maintenant avec du photovoltaïque. Et bien, on peut très bien l'imaginer dans le secteur de l'eau. Effectivement. Dans une certaine manière, oui. Oui, Mylène, peut-être quelques... Oui, on avait quelques chiffres du coup sur ça. Nos auditeurs avaient répondu sur comment ils géraient leur eau. On a une réduction de la consommation quotidienne, que ce soit des douches courtes ou des récupérations d'eau, 26% qui font attention.
Attention aussi aux produits polluants utilisés, tout ce qui est jardinage, entretien, etc. à 24%. Et on a quand même encore 50% de personnes qui n'ont pas changé leurs habitudes. 50%, c'est beaucoup. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est peut-être un manque de sensibilisation de la population. Ouais, Annelise, peut-être. Ouais, peut-être. Après, il y a peut-être aussi une crainte du changement. C'est vrai que, comme disait Eric, mettre un double réseau dans une maison, c'est pas... Voilà, ça demande d'y réfléchir un petit peu. Est-ce qu'on pour se dit se pour les lancer. toilettes? Bon, voilà, là, on parle tout à l'heure du lavage du linge, peut-être des gens que ça peut freiner psychologiquement. Mais là, en l'occurrence, j'ai fait des travaux à la maison, donc j'en ai profité. Oui. Si j'avais pas fait ces travaux un peu lourds, j'aurais sans doute pas fait ces aménagements-là. Mais voilà. Mais petit à petit, quand des gens font des travaux, c'est pas mal s'ils ont cette idée-là. Je voulais juste revenir là sur les chiffres et sur l'attention. Attention aux produits polluants utilisés, 24%. Alors, là, seulement. c'était plutôt sur le côté quantitatif. Ce qu'on observe au niveau d'une collectivité, c'est que on a de plus en plus d'abonnés au réseau d'eau publique. Enfin, dans notre région, en général, on a la population qui a tendance à augmenter, mais on se rend compte que le prélèvement d'eau pour les usages d'eau potable, soit il stagne, soit il diminue un petit peu, même si on a plus d'abonnés. Parce qu'il y a des gros travaux qui ont été faits sur les réseaux d'eau potable. Il y avait des territoires où on avait énormément de pertes sur les réseaux. Il reste encore quelques communes avec des grosses difficultés, mais en général, ils travaillent dessus activement. Mais en gros, on a un gain assez important dans les rendements. Et puis après, chacun fait attention aussi, en faisant attention à son portefeuille, ou bien en ayant une conscience écologique, ou bien les deux. Voilà. Mais globalement, malgré l'augmentation de population, on observe plutôt une diminution de la meilleure gestion finalement quand même. Voilà, c'est une meilleure gestion, mais ça va avec la sensibilisation, ça va avec les efforts techniques et qui sont faits également sur le réseau. On vous a posé quelques questions, dont celle-là qu'on vient d'aborder, mais on vous en a posé d'autres aussi sur nos réseaux sociaux. Vous nous avez répondu avec le hashtag FQEP. Donc, on vous a demandé si vous vous préoccupez du manque d'eau sur la planète. Vous avez été 87% à dire oui, énormément. 11% à dire oui, mais je n'y pense pas toujours. Et 2% à dire non, je ne suis pas inquiet. C'est des chiffres qui confirment que l'eau est une ressource précieuse qui suscite l'attention, mais que la sensibilisation doit continuer. Est-ce que pour vous qui êtes dedans à longueur de temps, est-ce que c'est représentatif de ce que vous voyez au quotidien, ces chiffres? Oui. Non, c'est une bonne question. 87% quand même des gens, 8 personnes sur 10, 9 personnes presque. Je pense qu'effectivement, les gens sont conscients on est quand même nombreux. Oui. On a quand même tous un peu plus chaud l'été. On voit bien, enfin notamment dans notre région, où je pense à 2022 ou 2023, où les arrêtés sécheresse sont arrivés dès le mois de février ou des choses comme ça. Il y a même eu des communes où il n'y avait plus de robinet, je sais plus où. Mais oui, il y a Fayence. Ouais, c'est ça. Il y avait pas une commune dans la Drôme aussi, je crois, il me semble. Il y a eu plusieurs dizaines de communes qui ont c'est quand même là quand on en arrive là, c'est que c'est vraiment très grave, quoi, parce que ça, on l'a dit dans Faut qu'on en parle, l'émission, Oui, c'est la priorité, c'est l'eau potable. Alors, oui, mais là, les communes qui se sont retrouvées à sec, c'est là où il faut réfléchir un petit peu. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème de ressources? Est-ce que c'est un problème de captage? Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que c'est un problème de consommation? Ouais, d'où ça provient. De consommation ou d'anticipation des problèmes futurs. Et il faut se méfier du côté c'est la ressource qui manque. Des fois, c'est l'anticipation de l'entretien du forage. Ça peut être voilà, il y a plein de raisons. Et puis c'est clair que une petite commune qui a un réseau avec 50% de pertes de fuite, qui n'a pas anticipé les problèmes, qui se retrouve avec tout à coup le robinet qui coule plus à la fin. Bon, c'est peut-être que dans les 20 ans qui ont précédé, ils n'ont pas fait les efforts d'entretien, de diversification de la ressource. Peut-être qu'ils se sont restés sur le vieux captage qui était déjà un peu faiblard il y a 20 ans et qu'ils n'ont pas fait attention. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que avec en plus le changement climatique, avec où on sait qu'on va avoir des périodes de sécheresse qui vont être un peu plus fréquentes, il est grand temps d'être intelligent et de réfléchir et de connaître les ouvrages, de connaître la ressource et d'avoir la bonne solution adaptée à la bonne situation.
Alors, on vous a posé une autre question sur la consommation de l'eau. On l'a dit, l'eau recouvre 72% de la surface de la Terre, donc c'est moins d'1% du volume total d'eau douce qui est au total réellement utilisable sur toute la quantité d'eau sur Terre. Que préférez-vous, l'eau du robinet ou l'eau en bouteille? Vous avez été 82% à nous répondre l'eau du robinet. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque ou pas? Oui. Oui, non, c'est une bonne nouvelle. Parce de mon point de vue, parce qu'il y a en tout quelques cas. années de ça, les gens étaient plus eau Eau en bouteille. Sachant Ouais. qu'en France, on a la chance, clairement, de pouvoir boire l'eau du robinet. Ah, mais Il y c'est a clair, beaucoup c'est de le pays, produit. et même en Europe, où faut pas trop la boire. En France, l'eau est le produit alimentaire qui est le plus contrôlé. Ouais. L'eau du robinet, pas les eaux minérales. Oui, l'eau du robinet. Et donc, effectivement, les eaux minérales, alors désolé pour les producteurs d'eau, mais ça pose à la fois ce problème de contrôle. On n'a pas forcément le même niveau de contrôle que sur l'eau du robinet, donc qui est distribuée et contrôlée par des services de l'État notamment. Et en plus, on a le problème du stockage, donc dans des bouteilles en plastique. Ouais, ça. Et puis après, il faut voir aussi comment les palettes de bouteilles en plastique sont parfois stockées au soleil, sur des parkings en béton, etc. Sans compter après le transport, Voilà. la pollution qui va avec. Et puis, effectivement, toute la pollution, le transport, les déchets des bouteilles en plastique, etc., etc. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle que les gens préfèrent l'eau du robinet. Ouais, oui. Juste pour corriger un tout petit peu, Pardon. les eaux en bouteille, au moment de la production, c'est encore plus surveillé que les eaux du robinet. C'est très très surveillé. Après, voilà, on a Une fois entendu qu'elles sont parler, parties, on a c'est entendu ça parler un peu de triche et de choses comme ça qui n'étaient pas forcément bien dites, mais c'est quand même un produit alimentaire qui est extrêmement contrôlé au point de départ. Après, il y a toute la suite de la vie de cette eau dans les bouteilles qui sont Stocké en plein soleil. pendant un temps incertain, dans des conditions variables, Douteuse, on peut dire. avec parfois des choses qui sont pas très Parce que, acceptables. effectivement, laisser des bouteilles d'eau en plein soleil, on peut se dire par exemple que le plastique peut se transférer dans l'eau. Il y a l'histoire de polluants plastiques, ce genre de choses aussi. Tout à fait. Et les polluants éternels, comme on a entendu parler récemment dans l'eau du robinet, c'est pas pour l'instant Non. inquiétant. Alors, Non, parce qu'il y a eu quelques communes, je crois, il y a eu Oui, des études là-dessus, où quelques communes avaient des taux un peu élevés. oui, un peu en France. mais pour ces produits-là, comme pour, je dirais, un peu n'importe quel polluant, ben voilà, on a des substances qu'on cherchait pas avant, et puis ben, quand on Et là, commence on à les les chercher, quand on a la capacité technique à les analyser, parce que c'est pas facile à analyser. Donc quand on développe des méthodes pour analyser la présence de ces produits dans les eaux, ben qu'on commence à chercher, ben évidemment, on peut en trouver. Et c'est vrai que on en trouve dans certaines communes. Donc il y a une question de capacité à les détecter. Et puis après, il y a qu'est-ce qu'on met comme norme pour dire à partir de quand est-ce que on a un taux qui est acceptable ou pas. Et il y a toujours un décalage entre le moment où on sait analyser, le moment où on définit qu'il y a un problème, et le moment où on a des normes qui sont appliquées. Sur les PFAS, aujourd'hui, on n'a pas de normes en France qui permettent de dire à partir de temps, c'est pas acceptable. Ce sera bientôt en place. Et après, il y a quelles sont les valeurs qu'on met à ces normes. Est-ce qu'on se base Trouver le bon curseur, quoi. sur les pays les plus restrictifs qui sont à côté de nous pour dire attention, eux ils mettent telle valeur, il faut qu'on soit pareil, ou bien est-ce qu'on Mais parce prend qu'après, des ce qu'il faut valeurs mesurer, qui sont c'est beaucoup plus l'impact hautes. par rapport à la santé, en fait. C'est très difficile à mesurer, estimer, j'aurais dit. et surtout que c'est déjà très difficile pour une molécule. Mais on n'a jamais une molécule qui pose problème dans un échantillon. On a toujours un cocktail Ouais, donc de molécules. forcément, Et ça peut être une autre molécule qui, à ce moment-là, va faire un problème de santé. Il y a l'effet cocktail. Cocktail qui- lui-même. C'est le cocktail. Ah, Voilà. ou le cocktail lui-même. Le fait qu'on ait plusieurs, enfin là, alors sur les faces, je saurais pas me prononcer, mais sur les pesticides, on sait que un produit va avoir des effets, un deuxième produit va avoir d'autres effets, mais les deux en même temps va avoir encore un troisième effet. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Lise et Eric. Il nous reste moins de 2 minutes, l'occasion pour nous de vous donner notre ressenti, vous dévoiler nos coulisses. Alors Luc, pourquoi avoir choisi cette émission ? Eh bien, chez Faut qu'on en parle, on aborde des sujets qui nous concernent tous, clairement, et l'eau en fait partie. Elle est essentielle à notre quotidien, mais savons-nous réellement d'où elle vient et comment elle est gérée ? Face aux sécheresses de plus en plus fréquentes, aux pénuries d'eau dans certaines régions et aux pollutions qui menacent nos ressources, nous avons voulu comprendre les enjeux qui entourent nos nappes phréatiques.
Oui, le bilan est souvent alarmant. Moins de 1% de l'eau douce sur Terre est réellement disponible pour notre consommation. Et encore, il faut aller la chercher. On l'a dit tout à l'heure, nos nappes phréatiques se rechargent difficilement face aux prélèvements croissants et aux effets du changement climatique. On voulait donc comprendre tous ces enjeux. Alors si on a pu vous sensibiliser ce soir grâce à notre émission, parce que vous aussi, vous avez à cœur de faire au mieux pour préserver la planète, eh bien notre émission est réussie. C'était donc Faut qu'on en parle la suite. On espère que cette émission vous a plu et on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine enquête. On espère que vous serez toujours aussi nombreux à nous écouter. À bientôt. Bye bye bye.